Bonjour tout le monde. Donc, tout d'abord, je tiens à féliciter les organisateurs de ce congrès ainsi que les laboratoires Astra de me donner cette occasion pour vous parler d'un sujet qui me tient chaud au corps, qui est la variabilité glycémique. Et je saisis également l'occasion pour féliciter Djerba et les habitants de Djerba d'avoir été donc choisis au patrimoine donc, de l'UNESCO. Félicitations et bravo pour Djerba. Donc, on va essayer tout au long de ce topo de répondre à la question, la variabilité glycémique, est-ce que vraiment ça vaut le coup? Tout d'abord, et sans trop donner de nouveautés, en disant que le diabète type 2 et le patient diabétique type 2 est vraiment un patient à haut risque cardiovasculaire, voire même à très haut risque cardiovasculaire, puisque via cette obésité androïde et cette insulino-résistance pierre-angulaire de ce syndrome métabolique, le patient diabétique va être vraiment à très haut risque cardiovasculaire et déjà 79% des patients diabétiques sont obèses, 63% des patients diabétiques ont une HTA et 70% des patients diabétiques ont une dyslipidémie, ce qui rend ces patients vraiment à haut risque, voire même à très haut risque cardiovasculaire. Et ces patients diabétiques vont être vraiment sujets à des maladies cardiovasculaires où le patient diabétique type 2 a vraiment 2 fois le risque de maladies cardiovasculaires comparativement à ceux qui n'ont pas le diabète. Également, le patient diabétique type 2, il est à haut risque d'avoir une insuffisance cardiaque. En fait, ce patient diabétique type 2, il est à 2,5 fois plus de risque d'avoir cette insuffisance cardiaque. Et tous, on sait actuellement que l'insuffisance cardiaque est un des facteurs majeurs de la mortalité chez le patient diabétique type 2. Également, la maladie rénale et la maladie rénale terminale peut se voir ou se voit dans 20 à 40% des patients diabétiques type 2. Donc, si on va essayer de voir est-ce qu'on pourra améliorer ce risque cardiovasculaire et ce devenir cardiovasculaire chez le patient diabétique type 2, moyennant l'amélioration seule du contrôle glycémique? Pour répondre à ces questions, nous avons eu le recours à quelques études ou des essais cliniques de très haut niveau, à savoir l'UKPDS, Accord, VADT et Advance. Tant UKPDS et Advance ont montré qu'en baissant l'hémoglobine glyquée au-dessous de 7%, on peut améliorer les bénéfices ou on peut avoir des bénéfices de micro- et macrovasculaires. Mais vous voyez que Accord et l'étude VADT ont montré, Accord, elle a même montré l'augmentation de la mortalité lorsqu'on va tenter de baisser au-dessous de 6% le taux d'hémoglobine glyquée. VADT a montré qu'il n'y avait pas de bénéfice lorsqu'on va, et plutôt, on va augmenter le risque d'hypoglycémie et des accidents hypoglycémiques chez le patient diabétique type 2 lorsqu'on va améliorer ses chiffres glycémiques. Donc, on va réfléchir au-delà de l'hémoglobine glyquée. Certes, on doit prendre ce patient diabétique comme une totalité et on va passer au-delà de glucose, d'avoir un équilibre glucocentrique, et on doit également passer comme un patient en totalité, et surtout, on doit réfléchir au-delà de l'hémoglobine glyquée. Certainement, l'hémoglobine glyquée, elle a ses avantages. C'est un examen qui est facile à faire, il n'est pas cher. Il peut prédire les complications micro- et macrovasculaires, et il peut nous aider dans le management de nos patients diabétiques, mais il a ses limites, cette hémoglobine glyquée, puisqu'elle ne peut pas nous donner à temps et nous avertir des hypoglycémies et surtout de la variabilité glycémique. En plus, elle peut être parfois fausse lorsqu'il y a des hémoglobinopathies, par exemple, ou lorsqu'il y a une insuffisance rénale. Donc, tout cela nous a amené à parler d'un nouveau concept qui est la variabilité glycémique. Ce n'est pas très récent, puisque ça datait depuis les années 70 qu'on parle de cette variabilité glycémique. Mais actuellement, on la maîtrise de plus en plus et on a nos moyens, nos tools à mieux gérer ce problème et surtout à mieux prendre en charge nos patients diabétiques moyennant la variabilité glycémique. Et on va essayer de répondre tous ensemble. Est-ce que ça vaut le coup de la définir, de la mesurer, de la prendre en considération et surtout de la traiter? Donc, la variabilité glycémique, c'est un nouveau marqueur. En fait, il y avait le quartet de l'équilibre glycémique, d'un mauvais équilibre glycémique, à savoir les excursions glycémiques postprandiales, à savoir l'hyperglycémie ambiante, les hypoglycémies
et la variabilité glycémique. Cette variabilité glycémique, en fait, c'est ces fluctuations tout au long de la journée des paramètres de l'homéostasie glycémique. Et cette variabilité, chose très importante, qu'il faut savoir qu'il y a une variabilité à court terme et une variabilité à long terme. La variabilité à court terme, c'est surtout la variabilité intrajournalière, lorsque le patient commence à avoir des hyperglycémies au cours d'une même journée ou interjournalier, d'un jour à un autre. Et la variabilité à long terme, c'est lorsqu'on va faire des mesures espacées de l'hémoglobine glyquée, de la glycémie à jeun et de la glycémie postprandiale. Et il faut savoir, et on va voir, que cette variabilité glycémique, lorsqu'elle va être excessive, il y aura des répercussions négatives tant sur le plan micro que sur le plan macrovasculaire. Donc, si on va voir de près un patient qui a un taux d'hémoglobine glyquée à 7%, on va voir que vraiment, ce n'est pas le même aspect que celui, il a vraiment un équilibre glycémique parfait, alors que celui-là, il a des fluctuations qui vont changer d'un profil à un autre. Si on voit de près cette variabilité, par exemple, chez deux patients, l'autre qui a 8% et l'autre qui a 8% également, vous voyez que le profil n'est pas du tout le même, alors que les deux ont un taux d'hémoglobine glyquée, et donc le même à 8%. Et donc, on va voir que de loin, celui-là, il a un devenir et un risque cardiovasculaire beaucoup plus important que celui-là, alors que les deux aient un taux d'hémoglobine glyquée à 8%. Et la même chose ici avec un patient ayant un taux d'hémoglobine glyquée à 7%. Comment la mesurer ? C'est bien d'avoir cette variabilité glycémique, c'est bien de parler de cette variabilité glycémique. Maintenant, comment va-t-on la concrétiser sur le plan pratique? Tout cela fait appel à une nouvelle technologie, à l'intelligence artificielle, à nos moyens actuels qui sont le CGM. C'est quoi le CGM? Le CGM, c'est le Continuous Glucose Monitoring. En fait, c'est un appareil qui va se placer soit au niveau abdominal, soit au niveau de la face externe du bras, et ça va nous permettre, via un capteur et un transmetteur, de nous donner, et le patient doit avoir un smartphone qui va capter ces différentes glycémies, et ça va nous donner à peu près tous les 2 à 5 minutes les fluctuations de la glycémie tout au long de la journée, et chaque cartouche, chaque capteur, selon les appareils, ça peut durer de 7 à 14 jours. Et cela va avoir des répercussions sur la glycémie, ce qui fait la différence entre le CGM et la glycémie capillaire, par exemple, quand actuellement on utilise les glycémies au doigt et le cycle glycémique via des glycémies capillaires, c'est que le CGM, il va mesurer plutôt la glycémie du liquide interstitiel, alors que la glycémie capillaire, c'est plutôt du liquide plasmatique, c'est le sang. Et donc, il y aura un décalage entre les valeurs de la glycémie capillaire par rapport à la valeur de la glycémie par le CGM. Le CGM, il peut nous donner, et vous allez vraiment être étonné, c'est qu'il peut nous donner 780 mesures par jour, ce qui épargne le patient de faire vraiment par jour 780 piqûres. Donc vous voyez, outre ces atouts par rapport à l'étude de la variabilité, il va donner certainement une amélioration de la qualité de vie de nos patients diabétiques. Voici ce qu'il y a sur le marché. En Tunisie, on a le Guardian Connect et on vient d'avoir le Medrom, celui de Medrom. Ça coûte 230 dinars le transmetteur et le capteur coûte 200 dinars, ce qui nous fait 430 dinars pour 14 jours. Et le patient, il va avoir un profil glycémique de 14 jours sans vraiment avoir recours à faire des glycémies au doigt ou sans vraiment sauter les valeurs de la glycémie. Qu'est-ce qu'il va nous donner ce calcul ou cette captation de la variabilité glycémique? Ça va nous donner vraiment toutes ces valeurs et tous ces calculs, on peut le faire. Mais the more I think, the more confused I get. Donc, on n'a pas besoin vraiment de toutes ces valeurs. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on a besoin, puisqu'on peut calculer la dérivation standard par la mesure de la variabilité glycémique. On peut calculer également le coefficient de variabilité glycémique. Vous allez voir que vraiment, il a une importance majeure dans l'évaluation de l'équilibre glycémique. On peut également calculer le MAGE, qui est le Mean of Amplitude Glycemic Excursions. Et on peut également calculer le mode, qui est le Mean of Daily Differences. Donc ici, c'est une variabilité
journalières, et ici, ce sont des variabilités plutôt interjournalières. Ce qu'on va axer, surtout lorsqu'on va lire un CGM et surtout lorsqu'on va tenir compte de ces valeurs, on va voir qu'on va surtout axer sur la glycémie, la variabilité glycémique et surtout le coefficient de variabilité glycémique, sur le TIR, le time in range, le fameux time in range, time below range et time above range, mais surtout je vais axer sur la calcul ou le coefficient de la variabilité glycémique et le time in range. Commençons par le time in range. C'est quoi le time in range? Le time in range, c'est le temps que laisse le patient diabétique, le moment de la journée, en glycémie dans une fourchette de glycémie qui est donc définie par un taux de glycémie Merci de conclure, s'il vous plaît. 0,7 et 1,3 grammes. Et vous allez voir que mieux on a ce time in range, mieux l'équilibre glycémique va être parfait, ce qui a donné donc, aux sociétés savantes de donner en 2021-2022 même des recommandations par rapport à ce time in range. Pour la variabilité glycémique, c'est surtout, on va calculer via l'amplitude et le time, et cela va nous permettre de calculer le coefficient de variabilité glycémique, et donc ça doit être inférieur à 36%. Donc si on va retenir deux mots-clés par rapport à ce CGM, c'est la variabilité, c'est le time in range qui doit être inférieur à 70%, supérieur à 70%, et le coefficient de variabilité glycémique qui doit être inférieur à 36%, et il y aura certainement une amélioration nette entre cette variabilité et l'hypoglycémie, et plus il y a une variabilité, plus il y a le risque d'hypoglycémie, tout en sachant qu'il y a un risque majeur lorsqu'on a une hypoglycémie sur le risque cardiovasculaire. Et donc, cette variabilité glycémique est associée à des complications microvasculaires et macrovasculaires, à des hypoglycémies sévères et à une qualité de vie médiocre. Et en améliorant cette qualité de vie, en améliorant ce time in range, on peut avoir une amélioration de les MAIS et les complications microvasculaires de 46%, et également on va améliorer la satisfaction de nos patients diabétiques. Il va y avoir même une réduction de 31% de MAIS, de 46% de risque d'hypoglycémie et des complications microvasculaires. Donc tout cela a amené les sociétés savantes, puisqu'on parle de l'ESC 2023, à dire que la variabilité glycémique doit être un facteur à prendre en considération avec les excursions glycémiques et avec le taux d'hémoglobine glyquée. Et cette symphonie, elle est inachevée. C'est pour cela, avec cette excursion de glycémie, avec ce tir, on doit choisir les molécules qui vont être les meilleures. On va voir tout au long de ce topo, est-ce qu'on va choisir plutôt la metformine, est-ce qu'on va choisir les ISGLT2 ou les analogues GLP-1. Et pour conclure, vraiment, la variabilité glycémique est un facteur à risque singulier à conjuguer au pluriel, et vraiment, on doit le prendre en considération, et vraiment, ça vaut le coup intensément de le calculer, de le mesurer et surtout de le traiter. Et je ne peux pas partir sans vous parler de ma région, Sfax, qui est le premier champ au monde d'avoir les oliviers. Et donc, ça va nous faire réunir la meilleure huile d'olive au monde, qui a plusieurs médailles. Et l'huile d'olive, c'est la statine de nous, les endocrinologues. Et je vous remercie.